Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Acteurs de la Transformation. Cette semaine, nous avons la chance de recevoir Jean-Yves Ganard. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Fanny. Vous êtes le président fondateur d'AccB, mais pas que. Vous êtes également expert en transformation et en performance industrielle. Jean-Yves, pouvez-vous en quelques phrases nous expliquer vos différentes expériences professionnelles ? Effectivement, j'ai été appelé pendant plus de 35 ans maintenant d'expérience professionnelle à mener des transformations assez fortes liées à des transformations de marché. Au début de carrière, vu l'arrivée de l'électronique et de l'informatique, quand je travaillais dans le semi-conducteur. Puis après, il y a eu la grosse transformation de la photographie argentique numérique à la tête de Kodak et des laboratoires Kodak. Et puis dernièrement, la disparition du diesel, des moteurs diesel et thermiques avec l'arrivée de la voiture électrique. Donc vous avez fait face à des transformations plutôt anxiogènes tout au long de votre carrière ? Je dirais plutôt exogène. Anxiogène, après, il faut y faire face. On regarde et quand c'est exogène, il faut ne pas se voiler la face. Il faut regarder sereinement, pragmatiquement ce qui arrive et toujours essayer d'avoir de longueur d'avance pour pouvoir rattraper le cours des événements. On va parler aujourd'hui des enjeux auxquels font face les PME et ETI. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Aujourd'hui, je crois qu'on vit un moment un peu exceptionnel où les entreprises, que ce soit PME, ETI, sont confrontées à deux grands phénomènes. Un, une explosion de nouvelles technologies. On entend parler de l'impression 3D, de la 5G, de l'IoT, le nombre de data avec l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, une évolution aussi socio-économique par rapport à la vision du travail. Donc il y a cet enjeu-là à prendre en compte dans les entreprises. Et en parallèle, on a aussi une accélération du temps. Les produits vont de plus en plus vite, le time to market doit être réduit. Aujourd'hui, l'enjeu des entreprises, des ETI et des PME, ou dans l'ensemble globalement, c'est vraiment, j'aurais tendance à dire pour imager mes propos, c'est qu'il y a un train qui va avec beaucoup de transformations, mais qui va de plus en plus vite. Et il faut rester dedans. Quelles sont les pratiques à mettre en place pour que les entreprises gagnent en productivité ? Les bonnes pratiques, c'est peut-être rien de révolutionnel, mais c'est vraiment la recherche de la performance de l'ensemble des ressources. Et quand je parle de l'ensemble des ressources, c'est vraiment les ressources techniques, équipement, technologie, mais aussi les ressources financières, rotation du capital, working capital, stock, gestion des stocks, et puis des ressources humaines, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon moment, les bonnes organisations. Aujourd'hui, on voit encore trop de sociétés qui sont focus sur un produit, sur un marché, et puis à côté de ça, on voit des stocks qui sont là pour pallier une défaillance d'un fournisseur, ou peut-être une moins bonne performance de la logistique, ou alors des prises de décision qui sont longues à prendre parce que les personnes sont pas disponibles, parce que la donnée n'est pas des endroits. Je crois que la bonne pratique, c'est vraiment d'axer ces évolutions, ces transformations sur l'ensemble. Il faut travailler tout azimut. 360 degrés, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est vraiment la bonne pratique, c'est de ne rien laisser au hasard. On ne peut plus laisser des pans de son organisation moins performantes. Est-ce que vous pensez que la crise a rabattu les cartes ? La crise sanitaire, pas spécialement. Moi, je pense qu'on est déjà engagé dans une transformation forte avec ces transformations technologiques, ces transformations, l'accélération du temps. La crise sanitaire va ramener un élément, même si c'était déjà une tendance, va accélérer peut-être la transformation de la relation humaine par le travail. Ça, c'est peut-être un axe qui va bouger, mais en dehors du reste, en dehors d'un point de vue technologique, d'un point de vue ressources, d'un point de vue accélération, je ne suis pas sûr que ça amène beaucoup de modifications. On parle beaucoup aujourd'hui de lean manufacturing. En quoi pensez-vous que c'est indispensable au bon fonctionnement des entreprises ? Le lean manufacturing, c'est présent aujourd'hui dans les entreprises. Tout le monde en a pris conscience. Que ce soit des PME, moi je travaille beaucoup en ce moment avec des PME, des ETI, il y a des gens, ils ont été formés au lean manufacturing, aux outils, il y a même eu des personnes embauchées pour développer le lean manufacturing, il y a eu des cabinets qui sont venus le déployer, c'est un ensemble d'outils. Mais plus que ces outils, le lean manufacturing, c'est vraiment un état d'esprit. Et je crois qu'il faut aller chercher cet état d'esprit-là, c'est l'état d'esprit de se dire, on peut faire plus avec moins, peut-être, ou avec au moins pas davantage. On n'accepte pas que les problèmes ne soient pas résolus complètement et sans récurrence. L'amélioration continue, ça n'a pas de limite. Donc c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut. Donc c'est indispensable.
Et puis, par rapport aux évolutions et aux enjeux qu'on vient de parler un petit peu précédemment, je crois que l'évolution du lean manufacturing, moi c'est ce que j'appelle, c'est l'entreprise de demain. L'entreprise 4.0, c'est le lean manufacturing du 21e siècle, avec une donnée un peu plus complémentaire qui va être que les outils ne sont pas à la disposition des humains, mais que les outils vont être collaboratifs avec les humains. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi travailler sur l'ensemble des organisations, des processus, pour que l'humain ait les outils, l'IA, les cobots, la réalité virtuelle, toutes les données informatiques, l'impression 3D ou des données technologiques, puissent collaborer et d'aller chercher vraiment le futur. Ça, c'est indispensable. Quelles sont pour vous les évolutions possibles ou nécessaires aujourd'hui pour les entreprises ? La grande évolution que je crois, c'est le manufacturing as a service. Ça veut dire que, alors sans aller vraiment à l'extrême de ce qu'on peut lire un peu dans la littérature sur le MaaS là-dessus, mais c'est vraiment l'entreprise doit penser qu'elle produit d'abord un service avant de produire un produit. Donc ça nécessite quoi ? Ça nécessite qu'il faut prendre conscience du cycle de vie ou de cycle d'usage du produit, donc se rapprocher de l'utilisateur, et je dis bien utilisateur à la place du client. C'est des fois, les entreprises, en certaines chaînes, sont peut-être loin de l'utilisateur. Il va être nécessaire de se rapprocher de ces utilisateurs. Il va être nécessaire de travailler en écosystème avec ses fournisseurs, ses clients, peut-être des centres techniques, des centres de recherche, travailler dans un écosystème. L'enjeu, il est vraiment là. Les produits vont de plus en plus vite, les usages, les besoins évoluent. On est en train de vivre une accélération, comme je disais, du temps et des besoins. C'est une vraie évolution que les entreprises doivent prendre. C'est nécessaire, elles sont toutes nécessaires. Elles sont nécessaires et j'aurais tendance à dire, je ne sais pas si ça s'est sorti, c'est un puzzle, je veux dire, entre les enjeux de la performance, des ressources, entre je dirais, les bonnes pratiques, qui est quand même d'aller très rapidement, de pouvoir mettre en place des moyens, des processus très courts. Et puis cette intégration dans le système écotechnique, éco-conception, économique, je veux dire, c'est vraiment un puzzle qui prend l'ensemble. J'aurais tendance à dire, il ne doit pas manquer un morceau du puzzle. On va parler d'une de vos expériences professionnelles qui a quand même été assez forte, c'est celle chez Kodak. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Kodak, c'est souvent repris comme exemple. C'est dans beaucoup d'écoles commerce ou même des experts. J'ai été souvent devant des experts qui prenaient l'exemple de Kodak comme rater le virage du numérique, de la digitalisation. Alors effectivement, moi je me suis retrouvé président des laboratoires Kodak et directeur des opérations Europe au moment de ce transfert. Alors j'ai pas eu un passé très long chez Kodak avant cette opération, cette grosse transformation. Donc ça me permet peut-être d'avoir une autre lecture de ce qui s'est passé. Et pour ce que je dis souvent, c'est qu'il faut imaginer qu'en 2002, quand ça a commencé à s'accélérer, en ce moment, le marché de la photographie, c'était une grande mer avec deux paquebots. Il y avait Fuji, Kodak, qui se partageaient les océans, les mers du monde, qui avançaient à leur rythme, à leur croisière, qui vivaient bien. Et puis d'un seul coup, on leur a dit, on va vous mettre des hors-bords au milieu. Et puis, il va falloir continuer de gagner la course. C'est le passage de l'argentique au numérique. Et un passage où on passe de la chimie du papier, la photographie argentique, à de l'électronique, du digital, donc complètement différent, qu'on passe d'un usage où la photographie à ce moment-là, c'était simplement le moyen d'imprimer des souvenirs de Noël, souvenirs de ses vacances, événements familiaux, où maintenant c'est un moyen de communication, on ne dit plus où on est, on ne dit plus où on va, on envoie simplement une photo, on envoie un message, et puis avec des acteurs qui venaient de l'électronique, d'autres mondes. Donc moi j'en suis arrivé à la conclusion de se dire, était-il possible de transformer Kodak ? Et je pense que peut-être il aurait fallu reconstruire une autre société. Est-ce qu'on peut transformer un paquebot en hors-bord ? Mais comment ça se fait que Kodak n'ait pas justement pris le virage comme ça du numérique ? Alors, ils n'étaient pas prêts. La société n'était pas prête. Il faut savoir que Kodak, ça a été la société qui a sorti le premier appareil photo numérique. Dans les années 70, ils avaient des projets là-dedans. Il faut simplement imaginer que Kodak, c'était 70 000 personnes.
Ils se partageaient le monde à deux. Il y avait Fuji, comme je disais, Kodak, il y avait un peu Agfa, mais c'était très peu. C'était une nouvelle technologie. C'était des cycles de produits très longs. On parle en cycle de produits très courts. Aujourd'hui, j'aurais tendance à vous dire, qui est le leader de la photographie numérique ? Kodak, pendant de très nombreuses années, ils ont été dans le top 3 des marques les plus connues au monde. Quand on parlait n'importe où au monde, on disait, citez-nous 3 marques, Kodak était dedans. Aujourd'hui, on interroge les gens, on leur demande qui est le leader de la photographie numérique. C'est Facebook ? C'est Apple ? C'est qui ? C'est les téléphones portables. C'est Effectivement, les téléphones portables. c'est les C'est smartphones. complètement un autre marché. C'est complètement un autre. Alors, ils sont rabattus sur d'autres, plutôt sur le professionnel. C'était leur choix de Rochester à ce moment-là. Dans ma carrière, je me suis posé la question, je me suis dit peut-être que des transformations, des fois, ne sont pas possibles. Il faut reconstruire. C'est aussi d'avoir à se dire dans la transformation d'une entreprise. Et j'étais aussi amené dans une autre expérience à me dire il n'était pas possible de transformer l'entreprise, qui était liée socialement pour autre chose. Mais là, moi, je suis arrivé à la conclusion que Kodak, c'était peut-être pas possible de le transformer. Et l'autre entreprise, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ou pas du tout ? On peut en parler, je ne vais pas rentrer trop dans le débat parce que là, je pense que c'est complètement lié à un autre phénomène, qui est complètement lié à une mauvaise gestion de l'entreprise, à une entreprise qui a été ballottée d'actionnaire en actionnaire, qui a usé, rincé, ruiné les gens, les personnes. Et à ce moment-là, il n'y avait plus l'énergie, l'essor. Et quand on a voulu la redresser et qu'il y avait les moyens pour la redresser, même si on a changé des hommes, eh bien, leur sort était cassé. Et on n'a pas réussi à leur démarrer. Et à un moment donné, et c'est souvent l'appel que je fais à des actionnaires, à des financiers, quand vous avez une activité qui n'est plus stratégique dans votre BP, séparez-vous-en. Il y a des gens qui vont s'en occuper. N'attendez pas, ne la ruinez pas, ne l'affaiblissez pas. Des fois, la transformation peut être rédhibitoire. Quand on voit une société comme ça qui s'effondre, qui est cassée, comme vous le dites si bien, est-ce que ça vous fait de la peine ? Comment on le vit en tant que chef d'entreprise, en tant que directeur du paquebot ? Alors, ça fait d'autant plus la peine quand on est persuadé qu'il y a des solutions, qu'il y a du marché. Kodak, c'est un choix. Kodak, on changeait de métier. C'est un autre métier. La photographie argentique n'est pas la photographie numérique. Donc là, après, c'est une volonté de se dire les actionnaires, ils veulent ou ils veulent pas. Bon. Le deuxième cas, c'était, et je crois il y a des sociétés qui se portent bien dans ce marché-là, mais c'est quand on pense qu'il y a un potentiel et qu'on n'arrive pas, c'est dur, c'est difficile, mais aussi on n'est pas tout seul quand on est à la tête d'une entreprise. Et de plus en plus, c'est un collectif qui avance. C'est un ensemble de personnes, c'est un ensemble de moyens qui va de l'actionnaire aux opérateurs et de plus en plus. Aujourd'hui, tout le monde est important dans la chaîne. À un moment donné, il faut bien se résoudre à comprendre et à accepter la vérité. Si vous aviez des conseils justement à donner aujourd'hui, quels seraient-ils ? Premièrement, c'est toujours en tant que patron ou actionnaire d'avoir une vision claire. De se dire où je vois, et quand je dis vision, moi je l'imagine souvent avec le verbe être ou avoir. Dans 5 ans, dans 10 ans, je veux, je suis, l'entreprise sera ou aura, sera leader sur son marché, aura des filiales à l'étranger, etc. Donc c'est déjà se poser la question de se dire quelle est ma vision. Puis après, de faire travailler avec son équipe et de la déployer, sa stratégie pour atteindre cette vision. La stratégie, ça peut bouger. Une vision, ça ne bouge pas souvent, beaucoup. Et vous me parliez tout à l'heure de l'impact de la crise sanitaire. J'arrive souvent dans les entreprises là, leur disant oui, il y a eu la crise et tout, mais je lui dis, votre vision, elle a changé l'entreprise ou pas ? Ben non, je voudrais toujours... Votre stratégie, oui, vous n'allez plus y aller de la même façon. Vous aviez prévu d'atteindre tel sommet, ben, à la place de passer par la face nord, on va peut-être passer par la face sud. Mais c'est la stratégie qui change. Et une stratégie, il faut savoir la changer, il faut savoir l'adapter. Donc vraiment partir de la vision, la partager, c'est souvent une vision, c'est souvent les actionnaires ou les dirigeants. Et puis après, partager la stratégie avec les gens. Et puis, un domaine qui m'est un peu sensible, il faut avoir la confiance de ses équipes. Il faut de la loyauté, il faut de la justice, et puis il faut qu'il y ait de l'intérêt pour tout le monde. Ça ne peut pas être que des gagnants, ça ne peut pas être que les actionnaires qui gagnent, ça ne peut pas être que des dirigeants, il faut qu'il y ait de l'intérêt pour tout le monde. Merci beaucoup, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle Jean-Yves Ganard que vous êtes le président fondateur d'AccB, une société qui accompagne les entreprises dans leur stratégie opérationnelle et de recherche en performance. Merci beaucoup Jean-Yves Ganard. Merci Fanny. Merci à vous tous et à toutes de nous avoir suivis. Retrouvez tous les épisodes des Afters de la Transformation sur les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.